pour terminer par rapport à la torpeur, et comme Eric me l'a fait remarquer très gentiment. euh, Ah, pardon. Ah oui, oui, tout à l'heure, tu avais une question. Désolé. Ça peut. Ouais, vas-y alors. Par rapport aux distractions sonores, je ne sais pas si tu en as parlé, mais est-ce qu'on peut éventuellement se mettre une petite musique de fond ou des petites sonorités, ou est-ce que non, à proscrire? C'est un peu New Age, ça, hein. Je sais pas, tu vois, Non, des mais chants d'oiseaux, des choses comme ça, quoi. non, il vaut Non, mieux on évite. rester. Non, non, il y a suffisamment à faire avec D'accord. le truc, le bavardage intérieur. Ok, C'est ok. bon. Non, non, pas dans ce genre de méditation tibétaine. C'est pas une tradition dans la tradition tibétaine. Après, pour te détendre, si tu as besoin de ça pendant un certain temps pour te détendre, comme première, comme approche, si tu veux, comme préliminaire, pourquoi pas. Après, quand tu médites, tu peux couper, quoi. Non, mais merci. Oui, aussi des casques, ouais. Si ça vous gêne pas de méditer avec le casque sur les oreilles, je sais pas. Moi, j'aime pas, mais enfin bon. Les boules caisses. Ah ben oui, moi, je les ai beaucoup utilisées en Inde. Les boules caisses. J'avais tous les boules caisses. S'il n'y avait pas de boules caisses en Inde, c'est mort. C'est pas la peine. Vous avez les chiens qui hurlent toute la nuit. La journée, c'est les gens, les radios et tout. Ouf. Ouais, ouais, ouais. J'ai fait une retraite à Bodh Gaya une fois. C'était incroyable. C'est une des meilleures retraites que j'ai faites d'ailleurs. Parce que j'étais vraiment au milieu de la place publique pratiquement. J'ai une petite chambre et il y avait les cars qui passent, il y avait les pèlerins, il y avait tout. Ah là là. Mais bon, bref. Donc, ouais, je voulais vous dire par rapport à la somnolence, tout ça, parfois c'est aussi dû à des problèmes liés enfin, à l'extérieur. Si la pièce est trop chaude, par exemple, hein, si vous méditez dans un endroit trop chaud, ça va amener de la somnolence. S'il n'y a pas assez de lumière aussi, ça va amener de la somnolence. La digestion aussi. Ça va amener de la somnolence. Si vous avez mangé des choses trop lourdes, évidemment, vous n'allez pas avoir une méditation très claire. Vous pouvez le remarquer quand on recommence à méditer l'après-midi, après avoir mangé. C'est pour ça que je préfère faire des méditations vers le coup des 4 heures plutôt que vers 3 heures, hein, surtout quand voilà, les énergies ont plus tendance à être somnolentes à partir pendant la digestion. C'est normal. Donc là aussi, si on veut méditer, il faut quand même manger assez léger. Et, voilà. Si on n'a pas mangé aussi, c'est pas un problème. Si on a faim, ça peut te distraire, hein, si bien sûr, c'est l'inverse. Voilà, donc tout ça, c'est à vous de voir ce qui peut vous aider. Il y a plein de méthodes. Et, voilà. Donc maintenant, je voudrais qu'on parle de la méditation analytique. Donc on a, voilà. Juste pour vous terminer par rapport à la méditation, donc la concentration, donc la méditation en un point, j'insiste sur le fait que cette méditation en un point n'est pas une fin en soi, hein. C'est bien beau d'avoir un état d'esprit concentré, c'est utile, c'est nécessaire, je dirais même indispensable, mais ce n'est pas le but du chemin, hein, ce n'est pas la fin de la voie, d'avoir l'esprit calme et complètement apaisé. C'est simplement un outil, hein. Donc, il faut développer, il faut cultiver cette capacité que l'on a à pouvoir se concentrer. C'est une force comme un muscle, hein, qu'il faut le développer. Ça va amener beaucoup de bonnes choses dans la méditation, parce qu'on pourra l'utiliser après pour avancer dans des méditations un peu plus, pas forcément compliquées, mais différentes en tout cas. On aura ça aussi comme ressource qu'on pourra utiliser. Mais juste le fait de la capacité de se concentrer, ça ne veut pas dire que vous êtes éveillé. C'est pas parce que vous vous concentrez sur un objet pendant 3 heures avec une parfaite concentration que vous êtes éveillé, que vous êtes un Bouddha. Je ne veux surtout pas penser ça, hein. Ça ne veut pas dire non plus que parce que vous arrivez à vous concentrer sur un objet pendant longtemps, sans distraction, vous êtes complètement libre, libéré des perturbations mentales. La concentration n'élimine pas les perturbations mentales. Elle empêche qu'elles surgissent, c'est sûr. Elle les supprime pendant un certain temps. Elle les refoule, presque, on pourrait dire. Mais elle ne les supprime pas. Elle ne les supprime pas définitivement.
Elle les met en veilleuse, si vous voulez. Donc pendant que vous êtes concentré, bien sûr, vous n'aurez pas de perturbation mentale. Aucune. Il n'y a rien qui va surgir. Hein. Si vous êtes vraiment concentré sur un seul point, il n'y aura pas de problème. Mais si vous rencontrez après, pendant la post-méditation, si vous rencontrez des conditions défavorables, hein, ou d'autres qui sont des objets qui font apparaître des perturbations parce que vous avez une tendance par rapport à cette perturbation, il va y avoir contact entre la perturbation qui est toujours là, en fait, et l'objet en question qui va la faire surgir. Et ça, c'est pour pouvoir. Donc, ces perturbations mentales vont être temporairement adoucies ou supprimées, mais elles ne seront pas complètement éliminées. La seule manière d'éliminer les perturbations mentales, c'est la méditation analytique. Donc c'est là où je voulais en venir maintenant. C'est ça qui va. C'est l'union en fait des deux. Hein. D'amener, d'avoir un état d'esprit suffisamment calme pour pouvoir être capable de bien analyser. Si votre esprit n'est pas suffisamment calme, là, vous n'allez pas pouvoir analyser. Vous allez analyser un petit peu. Bien sûr, il y aura quelques idées qui vont en surgir, mais ces idées, elles vont être parasitées par d'autres idées qui vont venir par-dessus et par-dessus. Et voilà. Tandis que si vous avez développé la capacité de vous focaliser sur un point, ça va être utile dans la méditation analytique parce que vous allez rester dans un même rail, dans un même chemin de pensée, hein, dans un même ordre d'idées, hein, si vous voulez. Il n'y aura pas, tout d'un coup, vous pensez, je ne sais pas, à la mort, à la permanence, il n'y aura pas une idée qui dit qu'est-ce que je vais faire ce soir ou qu'est-ce qu'on mange à midi. Ça ne va pas venir vous court-circuiter. Vous allez vraiment rester l'esprit sur cet objet de concentration analytique. Donc, voilà. Et donc, voilà. Donc, ce qui va vraiment éliminer les perturbations mentales, c'est cette méditation analytique et essentiellement la méditation sur la vacuité. Essentiellement. Parce que, voilà. Donc le calme mental amène le calme et la vision, ce qu'on appelle la vision pénétrante ou la méditation analytique conduit, non, je reprends, la concentration amène à un état de calme mental, hein, en travaillant. La méditation analytique amène à ce qu'on appelle la vision pénétrante. Hein. La vision pénétrante, c'est une sagesse qui perçoit la vacuité. Et cette sagesse, cet esprit, il est développé, il est cultivé grâce à la méditation analytique sur la vacuité. Mais aussi, toutes les méditations analytiques que l'on fait, elles ont pour but d'accroître quelque part la sagesse ou la compassion. Elles vont développer ces qualités en nous, ces qualités de sagesse et ces qualités de compassion. Mais dans le cas de la vision pénétrante qu'on veut obtenir pour se libérer du samsara, c'est la vision pénétrante qui est concentrée, c'est la méditation analytique qui est concentrée sur la vacuité. On ne va pas commencer par ça, hein, on y viendra bien sûr, on fera des méditations sur la vacuité, mais il faut commencer par des méditations plus simples, hein, plus faciles. Et c'est donc tout le but en fait de découverte du bouddhisme, c'est qu'on va passer progressivement par toutes ces méditations analytiques. Et aussi on fera de la méditation stabilisatrice, bien sûr, puisqu'il faut les deux. Mais le but c'est quand même de développer plus de sagesse, plus de compassion et d'utiliser donc ces méditations analytiques. Donc pendant ces 13 modules, on va rentrer dans des méditations analytiques de plus en plus différentes. Il y a toutes sortes de méditations analytiques qu'on peut faire, hein, donc que vous pouvez faire. Elles sont dans le petit livret, que je ne l'ai pas aujourd'hui parce que je l'ai ramené à la boutique, qui s'appelle Méditation sur la voie progressive, que tu me demandais, Valérie. Il y a quelqu'un qui l'a acheté peut-être, non? Et donc là, vous avez Méditation sur la voie progressive, un petit livret orange, jaune-orange, voilà, avec une spirale. Voilà. Et là-dessus, on va les utiliser, ces méditations. C'est avec un canevas. Donc ça, c'est le deuxième type de méditation, ce qu'on appelle la méditation analytique. Et la méditation analytique permet d'utiliser en fait une autre fonction de l'esprit. Pas simplement la capacité de l'esprit de se concentrer, mais aussi la capacité mentale que l'on a, la capacité de l'esprit d'analyser les choses ou de penser à quelque chose. On pense, hein,
Donc là, vous voyez, dans la concentration, méditation spirituelle, on n'utilise pas la pensée. Au contraire, on évite les pensées. On évite de se concentrer sur les pensées. On se concentre sur un seul point. Dans la méditation analytique, c'est le contraire. C'est le contraire qu'on fait. On utilise les pensées. Hein. On utilise les pensées pour analyser. Donc ce n'est pas n'importe quelle pensée qu'on utilise. C'est des pensées qui vont corroborer, qui vont étayer notre analyse. Donc il faut trouver les bonnes pensées. Tout est là. Hein. Il faut amener les bonnes pensées. Et si vous avez développé la concentration, ben vous allez savoir exactement les pensées qui vont venir. Hein. Tant que vous n'avez pas cette concentration, ben il y aura toutes sortes de pensées qui vont venir. Il y aura des bonnes et des mauvaises. Donc en fait, il faut sélectionner, là, il faut discerner. Et bah, ça se fait tout seul. Après, c'est un entraînement, ça aussi. Hein. C'est comme un muscle, c'est pareil. On s'entraîne à amener dans sa méditation analytique les pensées qui vont nous amener à bien analyser le sujet en question. Hein. Okay. Donc pour ça, première chose, on en arrive aux 3 points indispensables pour vraiment avancer sur la voie. Il faut écouter ou étudier. Écouter, les Tibétains disaient écouter parce qu'à l'époque là, ça se faisait, un enseignement était oral, donc ils recevaient l'enseignement d'un maître et ils apprenaient comme ça, ils prenaient des notes, et c'était la première étape, c'était d'écouter les enseignements, de les étudier. Voilà, mais nous, on a plein de méthodes maintenant qui sont à notre disposition. On peut recevoir les enseignements par des livres, par des textes, par des vidéos, plein de choses. Donc ça c'est la première phase. Se documenter en quelque sorte sur le sujet sur lequel on va méditer. On se documente. On prend plein de documents. La deuxième, c'est de réfléchir à ce qu'on a reçu. Hein. C'est-à-dire commencer déjà à l'analyser. Hein. Quels sont les points principaux, de se faire ressortir les grandes lignes. On sait tous faire ça, on a tous fait des dissertations, plus ou moins, ou des rédactions. L'instituteur ou le professeur nous demandait toujours de faire un plan. Ah là là, il faut faire un plan. Et c'était indispensable de faire un plan. Et il fallait mettre les idées les unes après les autres. Super travail. Hein. Quand on est enfant, waouh, c'est pas facile. Et parfois, on a peut-être une réticence à faire ça. Mais justement, la réflexion permet d'organiser tout ce qu'on a entendu, de faire un plan et de voir ce qui est intéressant, ce qui va... Et en même temps, qu'on fait ce plan, on réfléchit, ce qui est pertinent. Il y a des choses qui nous touchent, des choses qui ne nous touchent pas. Ce qui ne nous touche pas, ça ne nous touche pas. Tant pis. On garde ce qui nous touche. Et après, le troisième partie, on va méditer. On va méditer sur ce qu'on a compris. On ne peut pas méditer sur ce qu'on n'a pas compris. Ça ne sert à rien. Ça va rester vague, ça va rester flou. Donc il y a ces 3 phases. Et ces 3 phases sont successives. On ne peut pas sauter de la réflexion et passer directement de l'écoute à la méditation. Pas possible. Il faut cette phase intermédiaire qui consiste à réfléchir. Là, vous allez me dire, oh, c'est vachement intello ce truc-là. Pourquoi on ne peut pas juste méditer comme ça, tranquille, et puis voilà, quoi. On peut faire ça, bien sûr, mais ça ne va pas aller bien loin. Vous allez vous lasser au bout d'un moment. Avec la méditation éthique, vous n'allez jamais vous lasser. Il y a toujours quelque chose à regarder. Donc, vous allez vous appuyer sur des textes, sur des canevas de méditation analytique. Ce qui est bien aussi vous pouvez vous appuyer aussi sur des citations. Là, j'ai trouvé ce petit livre à la boutique de Mathieu Ricard qui s'appelle Chemin spirituel et où il a pris des paroles de maître et il les a classées suivant les différents thèmes de méditation bouddhiste. Alors, vous avez les principaux, ils n'y sont pas tous, mais par exemple, la première méditation, on la fera aujourd'hui d'ailleurs, la valeur de l'existence humaine, premier thème. Et là, il a pris 5 ou 6 textes qu'il a trouvés, qu'il a traduits, de grands maîtres, de différentes traditions, dont le Dalai Lama, j'ai vu, et qui parlent de ces points. Donc ça, vous pouvez vous appuyer, bien sûr, sur ces paroles de maître, sur ces citations qui sont toujours extrêmement porteuses, puisqu'elles viennent de la bouche de maître ou des écrits canoniques, on va dire. Donc là, vous allez avoir l'existence humaine, l'impermanence et la mort, le karma, l'insatisfaction, la souffrance, les causes de la souffrance, les 6 perfections. Tous les thèmes bouddhistes y sont. Et c'est vraiment bien fait. Ça s'appelle Chemin spirituel. C'est une petite collection de poche, pocket.
Et il appelait ça petite anthologie, il est très modeste, des plus beaux textes tibétains. Des plus beaux textes tibétains. Voilà. Vraiment, c'est des beaux textes tibétains. Donc, vous pouvez, ça permet aussi d'avoir, quand on est en panne, devant la méditation analytique, on ne sait plus trop quoi penser, ou hop, on ouvre le livre, on regarde la page qui en parle, et ouais, parfois ça booste, ça donne quelque chose, ça donne un élan à la méditation analytique. Et ce qui est indispensable d'utiliser aussi dans notre méditation analytique, je crois que même c'est même presque aussi important que les paroles de maître, c'est notre propre expérience, notre vécu. Si on n'y met pas notre vécu, ça ne sert à rien. On n'avance pas d'un poil. On aura beau analyser tout ça, mais ça restera à ce moment-là très intellectuel. Donc pour éviter que ça reste intellectuel, que ça soit juste des trucs qu'on apprend par cœur, comme à l'école, qu'on oublie quelques années plus tard, il faut l'amener à son vécu. Qu'est-ce que ça fait résonner en nous? Comment est-ce que ça nous parle, ces méditations analytiques? Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit pas? Si on n'y croit pas, pourquoi on n'y croit pas? Qu'est-ce qui est fermé? Qu'est-ce qui est bloqué? Voilà. Analyser tout ça. En même temps qu'on analyse le sujet, on analyse notre réaction par rapport au sujet, notre interaction par rapport au thème en question. Voilà. Donc, pour atteindre l'éveil, il nous faut justement développer ces qualités de compassion pour tous les êtres et la sagesse. Et donc ça, on ne va pas les développer uniquement avec la méditation stabilisatrice. Ça aura des effets bénéfiques, bien sûr, énormément au niveau du calme, tout ça, mais ça ne va pas nous amener à l'éveil. Les seules choses donc, qui vont nous amener à l'éveil, c'est la sagesse et la compassion. Ce qu'on appelle les deux ailes de l'oiseau. Pour pouvoir voler, il faut deux ailes. Et si on n'a pas ça ne marche pas. On n'en a qu'une, ça ne marche pas. On n'atteint pas l'éveil. Si on n'a que la compassion, on ne va pas à l'éveil. Si on n'a que la sagesse, non plus. Donc il faut unir les deux. Et ça, on va les unir justement par la méditation analytique. Donc la méditation analytique, toutes sortes de méditations, comme méditer sur la compassion, par exemple. Essayer de développer ces sentiments de compassion. Déjà commencer par soi-même, avant de vouloir l'appliquer aux autres. Voilà. La compassion dans le bouddhisme, allez, je vous donne une définition de la compassion. C'est le souhait, l'aspiration que tous les êtres possèdent le bonheur. Non, ça c'est la définition de l'amour. Ça. Je vous donne les deux du coup. L'amour, c'est c'est l'aspiration que tous les êtres possèdent le bonheur et les causes du bonheur. Ça, c'est la définition de l'amour, de la bienveillance. Que tous les êtres soient heureux, possèdent le bonheur, pas simplement le bonheur, mais aussi les causes qui amènent le bonheur. Parce que le bonheur, c'est juste un bonheur comme ça qui ne dure pas longtemps, ça n'a pas grand-chose. Et la définition de la compassion, c'est que tous les êtres soient libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Okay. C'est ça. Donc pour développer cette compassion, mais cette autocompassion, il faut penser à la souffrance. C'est la première méditation, c'est la première des 4 nobles vérités, la souffrance. Donc le Bouddha l'a enseigné en premier. Prendre conscience de la souffrance. Donc ça, on y reviendra quand on étudiera les 4 nobles vérités, bien sûr, plus en détail. C'est juste vous donner, par exemple, un exemple de comment développer la compassion. C'est de se concentrer sur nos problèmes, sur nos souffrances, et les étendre. Penser aussi aux souffrances des autres, bien sûr. Mais commencer par soi. On ne peut pas méditer sur la compassion des autres, penser aux autres, si on n'a pas déjà vu quels sont nos propres problèmes. C'est un peu comme si vous aviez, si on a rencontré un certain problème, une certaine maladie ou une addiction, par exemple, si on a été addict à certaines drogues, par exemple, si on a été un junkie à une époque, eh bien, on va comprendre tout de suite, de manière intime, de manière directe, le problème d'une personne qui est dans ce cas, qui souffre de ce genre de problème. Il n'y aura pas besoin d'intellectualiser, on va tout de suite, il va y avoir cette empathie qui va venir. Et c'est pour ça qu'on dit qu'avant de développer la compassion, il faut déjà développer cette autocompassion pour voir ces problèmes qui sont en nous, avant d'avoir la volonté ou l'aspiration à vouloir éliminer
les autres, éliminer ses problèmes chez les autres. Voilà, éliminer les autres. Éliminer les problèmes des autres. Voilà. L'amour n'existe pas. Voilà. Donc, voilà. Tous les problèmes qu'on a rencontrés dans notre vie, déception amoureuse, voilà, toutes ces choses-là, eh bien, ça nous met en empathie avec les autres quand les autres rencontrent ces problèmes. Donc, c'est une phase nécessaire pour développer la compassion, par exemple, de se concentrer sur, justement, d'analyser en nous, justement, quels sont ces problèmes. Et automatiquement, dans la méditation, ça nous met en phase avec les problèmes humains en général. On peut utiliser, pour développer la compassion, on peut utiliser des images que nous montre la télévision, les réseaux sociaux, tout ça, justement de personnes qui souffrent et tout ça, qui sont dans des états de souffrance. Donc le but d'une méditation analytique, c'est de faire apparaître en nous un ressenti. Donc là, j'ai pris l'exemple de la compassion, mais on peut en prendre d'autres. Là, ça sera un ressenti positif. C'est-à-dire ressentir faire naître en vous, faire apparaître ce sentiment de compassion. Et à un moment donné, ce sentiment de compassion, il va vous envahir. Il va être très, très, très présent. Et vous allez développer. Il ne faut pas que ça non plus, ça vous basculiez dans un état de dépression. Attention. Donc, quand il va être très présent, à ce moment-là, à un certain point, il faut lâcher l'analyse. Vous êtes arrivé à un point où vous pouvez rester concentré. Et là, c'est là où vous allez utiliser vos efforts que vous avez faits dans la méditation stabilisatrice, dans la méditation de concentration, pour ne plus conceptualiser. C'est-à-dire, l'analyse vous a amené, les concepts que vous avez utilisés vous ont amené un certain ressenti, vous y êtes, et là, clac, vous bloquez avec la concentration. C'est ça la méditation de Tsongkhapa, pour atteindre l'éveil. C'est allier les deux types de méditation, allier la concentration et allier la méditation analytique. Et c'est ça qui va vraiment nous faire avancer. Les autres, bien sûr, chacune des deux va nous faire avancer, évidemment, mais vraiment pour aller plus vite et pour avoir vraiment ce ressenti, pour pouvoir aller vers l'éveil, c'est d'utiliser ce ressenti, justement, dans une méditation. Pas que ce soit un simple ressenti qui passe. On en a plein des ressentis. Parfois, on a un élan de compassion parce qu'on voit quelque chose et ça nous fait surgir un élan de compassion pour cette personne. C'est pas simplement la tristesse, la compassion. C'est vraiment le souhait que cette personne soit débarrassée de sa souffrance. Et on en a vraiment envie que certaines personnes soient... En général, on l'a plutôt pour nos proches, ça. Mais ça, on peut l'étendre à d'autres êtres. On peut dépasser le cadre fermé un peu des proches, des amis, des relations, des objets d'attachement. Le but de la compassion aussi, c'est de dépasser, de ne pas avoir de la compassion que pour les objets d'attachement, mais aussi pour tout le monde, pour tous les êtres. C'est ça vraiment la compassion. Et donc ça, on va la développer par l'analyse et par la concentration. Donc vous voyez la technique. La technique, c'est d'arriver à un état, d'arriver à un ressenti par l'analyse. Ça sert à ça l'analyse. On sait faire, on sait analyser les choses. Quand on est en colère, quand on est amoureux, il y a plein de choses de manière exagérée qui arrivent, mais ça vient tout seul. Et là, ça amène un état souvent fantastique. Et on se concentre dessus à ce moment-là avec la concentration. Et ça, il faut le répéter sans cesse. Pour se familiariser, qu'on disait au début de ce cours, se familiariser avec ce sentiment, ce ressenti de compassion qu'on peut avoir dans le cœur et complètement plonger notre esprit, immerger notre esprit complètement dans cette expérience. Et si on n'a pas la concentration, on ne va pas l'immerger. Ça sera juste un petit flash comme ça qu'on va avoir, un petit instant de compassion. C'est bien, mais ça ne va pas durer. Et le but de la méditation, c'est de faire durer ces états. Et là, c'est là où il faut amener la concentration. C'est clair, l'explication? Ouais. Ah, vas-y, attends, prends le micro. S'il y a des questions par rapport à ça? Donc, pour un débutant, il vaut mieux au début ne faire que de la concentration à un point? Non. Non. Un jour, tu fais... Tu fais les deux.
Tu fais les deux Dans une séance de méditation, tu peux très bien faire les deux. Admettons que tu es 20 minutes, hein, on va dire. Tu peux très bien faire 5 minutes, tu vois, détendre, méditation sur le souffle, sur la respiration, la motivation, tout ça. Une méditation un peu plus poussée, uniquement focalisée sur l'esprit, hein, ou sur l'esprit, ou sur le souffle, ou sur le Bouddha, vraiment un type de concentration. Et après, faire 5-10 minutes de méditation analytique. D'accord, merci. Faut pas se lasser non plus. Hein, mais faire une demi-heure de méditation analytique, il faut être fort. Hein. Tu fais 5 minutes de méditation analytique sur la compassion ou sur la précieuse existence humaine, ce qu'on fera tout à l'heure, ça suffit. Bon, on va le faire un peu plus longtemps parce qu'il faut que j'explique, donc ça prend du temps. Mais pour vous, quand vous êtes seul chez vous, ça peut aller très vite. Vous amenez certaines pensées comme ça. Chaque pensée donne un ressenti si elle est vraiment sincère, cette pensée. Une pensée qui n'est pas sincère, elle ne donne pas vraiment de ressenti. C'est blablabla. Mais une pensée sincère, elle amène un ressenti. Et si vous la ressentez, eh bien, vous, à ce moment-là, vous utilisez les deux. Donc en 20 minutes, tu peux tout faire. Hein. D'accord, merci. Il ne faut pas se presser non plus. Il faut voir aussi notre esprit, comment il est. Parfois, ça peut durer un peu plus. Je dis 20 minutes parce qu'en général, le temps qu'on peut avoir à notre disposition quand on est débutant, déjà faire 20 minutes, une demi-heure de méditation, c'est pas mal. Oui, c'est bien, c'est très bien. Pour revenir sur l'idée des débutants aussi, que ce soit d'un point de vue méditation ou d'un point de vue bouddhisme, on va analyser, on va étudier quelque chose, c'est le premier tiré, c'est la première étape de la méditation analytique, mais comment on va réussir à ne plus être dans la conception du vrai du livre qui va nous apprendre quelque chose par rapport à la perception que nous on s'en fait lorsqu'on est tout seul chez soi et qu'on n'a pas d'enseignant ou de maître pour nous expliquer l'idée et guider la méditation comme tu peux le faire depuis hier par exemple. C'est pour ça que c'est la première phase qu'il faut avoir, la phase d'étude ou d'écoute pour avoir déjà bien toutes les informations. Et être juste dans ces informations, que ces informations soient justes. Nous, les avoir reçues par des livres, par un maître qui les a enseignés, par des vidéos, tout ça, qu'on ait vraiment l'information juste. Et une fois qu'on a l'information juste, tu l'utilises. C'est une utilisation. Voilà. Tu l'utilises et ça va aller tout seul. Si l'information est juste, forcément, elle va amener des états mentaux justes aussi. D'accord. Des états de réflexion juste aussi par rapport à toi. Tu vas te servir, si tu veux, de l'information que tu as reçue, de l'enseignement du Bouddha, tu te sers de l'enseignement du Bouddha pour regarder par rapport à ton propre vécu et corriger, par exemple, certaines attitudes qui ne sont pas en conformité, disons, avec cet enseignement-là. Et après, tu te concentres là-dessus, sur ce que tu as ressenti qui est vraiment conforme dans ton vécu, toi, comme ça. Ce qui veut dire par rapport au temps que je peux passer dans mon investissement dans l'éveil et dans l'étude de cette voie. Là aujourd'hui, ça fait qu'un mois qu'on est dans le DB, c'est tout récent, c'est tout neuf. J'ai pas forcément, on n'a pas forcément beaucoup étudié. Non. Pas du tout même. Et en plus, je sais pas, mais bon. Et en plus, il y a des textes qui sont compliqués à comprendre. Déjà, juste des mots qui sont difficiles à définir. Et ce qui fait que, est-ce que le conseil que je pourrais entendre aujourd'hui, individuellement, serait de réviser ce qu'on a vu le mois dernier et aujourd'hui pour aller vraiment petit à petit par rapport à ces analyses de textes qui nous ont été enseignées? Ou alors, est-ce que me lancer directement dans un ouvrage? Ça dépend de vous un petit peu, ça dépend de votre esprit. Pour l'instant, on n'a pas vu on a vu pas mal de trucs sur l'esprit, donc ça c'est déjà une chose. Si vous méditez sur l'esprit, après c'est pas forcément d'aller trop dans les détails. On a vu les points principaux de l'esprit, par exemple, hein, sur le fait de la continuité, la clarté lumineuse, tout ça. Ça suffit pour se concentrer dessus, hein, que les perturbations mentales sont passagères et tout ça, que l'esprit est complètement. Ça suffit. Ça suffit pour te concentrer là-dessus. Hein. C'est pas la peine d'aller faire des études trop fouillées. On n'en est pas là. En découverte du bouddhisme, c'est juste prendre les informations principales et de les utiliser dans le cadre d'une méditation. Après, ça va dans d'autres études. Après le DB, il y aura d'autres cursus où là, ça va être plus approfondi, par exemple, avec des études beaucoup plus approfondies. Là, on explore un petit peu, hein, on survole. Hein. On va pas, je vous demande pas de rentrer dans des études de textes très très approfondies, mais simplement de prendre les notions principales, comme ça suffit. Avec ces notions principales, on peut aller très loin si on médite sérieusement. Ça suffit. Oui, Laurent.
parfois, en méditation ou avant la méditation, on peut avoir des formes d'idées obsessionnelles. On est comme un petit vélo qui tourne à l'intérieur. Et la question que je me pose, c'est vrai que à des moments, c'est pas possible de rentrer dans un calme mental parce que, ou au moins, ça va être un calme mental qui va être très relatif, quoi. C'est la distraction. On est face au problème de la distraction à ce moment-là. Et il faut arrêter cette distraction. Parce qu'avec les conseils que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est comme ça parfois. Et des fois, mais ça fait rien. On fait avec cette distraction. On fait avec. Ben oui. On fait avec. On n'a pas le choix. C'est le matériau qui est là à ce moment-là et il faut faire avec. Voilà. Et ça va s'arrêter. Faut pas penser que qu'on est toujours distrait, que c'est irrémédiable, qu'on est toujours dans cet état-là. C'est juste, c'est quelque chose de passager. C'est là pour l'instant et on essaye de se calmer, de se concentrer sur son objet. C'est difficile, on revient, c'est difficile, on revient. Voilà. J'apprends que j'ai une maladie grave. Des fois, on est travaillé, perturbé, au boulot, des choses qui se passent mal, en famille et tout ça. C'est le lot quand de on la rencontre vie. des problèmes, et c'est là où la méditation analytique va être importante pour nous aider justement à voir ce problème sous un autre angle, si tu veux. Et ça va amener la distraction, elle va s'apaiser à ce moment-là. Si tu arrives à voir le problème sous un autre angle grâce à la méditation analytique. Et donc, une fonction aussi de la méditation analytique, c'est d'analyser justement les problèmes qui nous arrivent comme ça. Et de les analyser à la lumière des enseignements bouddhistes, qui vont complètement transformer ces situations. Tu comprends ? Ce sera, bien sûr, jusqu'à un certain point, ça va être des problèmes, mais après, on va les voir d'une autre manière. On va voir ce qu'il y a. Il y a des catégories d'enseignement. On va l'étudier, nous, dans le cursus 12, je crois, module 12, transformer les problèmes. Justement, pour que les problèmes deviennent une voie d'éveil. Parce qu'on en rencontre toujours des problèmes. Il y a une catégorie d'enseignement qui s'appelle l'Ojong en tibétain, où justement on transforme les problèmes en source d'éveil. Comment utiliser les problèmes sur la voie pour avancer. Et ça, c'est super. Voilà. Donc, on fera ça aussi. D'accord, très bien. Et là, on se sert de la méditation analytique. Donc, une méditation analytique, ça sert aussi à ça, à éliminer donc, les problèmes ou les perturbations, disons, qu'on rencontre, ou les états d'esprit, comme tu décris, qui sont lourds et fatigants et erronés, qui nous obsèdent. Donc, la méditation analytique va être très, très utile pour, par exemple, des situations de colère, par exemple, pour gérer la colère. Voir comment la colère s'élève. Ça va pas être au moment où ça apparaît. Bon, la colère, elle est là. Mais après, quand on revient chez soi sur le coussin de méditation, on peut analyser ce qui s'est passé. On peut analyser son état mental à ce moment-là. On va analyser pourquoi on se met. Tout ce travail-là, pourquoi on s'est mis en colère. Qu'est-ce qui a déclenché la colère? Comment est-ce qu'on a réagi? Est-ce qu'on est 100% juste? Est-ce qu'on ne projette pas trop d'exagération sur les défauts de cette personne? Est-ce qu'on peut être plus objectif? Est-ce qu'on peut prendre plus de recul? C'est ça la méditation analytique. Donc on peut l'utiliser aussi, pour la compassion, c'est un très beau sentiment, mais aussi dans des situations problématiques qui sont, surtout essayer de voir comment ces situations problématiques nous font mal, comment elles sont nuisibles, et vouloir justement les éliminer, quoi. Et essayer de trouver un moyen de les éliminer. Donc, en sachant qu'on peut les transformer. Souvent, on a l'impression que quand on est dans un état mental, que c'est lourd, on a l'impression que ça va durer tout le temps. C'est un peu l'impression qu'on a, on souffre, on a une grosse déprime, et puis on a l'impression qu'on est pris là-dedans et que ça va durer, que ça va durer, que ça va durer. Et on oublie le côté impermanent de l'histoire. On oublie de se... Voilà, donc la méditation analytique, on va peut-être amener une méditation sur l'impermanence à ce moment-là, par rapport à cet état. Et quand je dis utiliser votre vécu, c'est ça que je veux dire. C'est utiliser les situations que vous rencontrez avec l'enseignement. Donc vous allez méditer par exemple sur la mort, sur l'impermanence, des choses comme ça. Et ça va vraiment relativiser un petit peu ces problèmes que vous rencontrez. Vous allez les voir différemment. Et votre esprit va se transformer comme ça.
C'est-à-dire, il ne réagira plus de la même manière après dans une situation où la colère aurait pu s'élever. Il aura du recul à ce moment-là, parce que vous avez fait cet effort de méditation sur le coussin. Et donc, quand vous rencontrez, peut-être pas la fois suivante, mais une autre fois, il y a quelque chose qui va apparaître dans votre esprit, vous dire ah ben oui, mais là, je me mets en colère, mais est-ce que c'est vraiment la solution de se mettre en colère? Est-ce que ça m'aide? Pourquoi? Et automatiquement, vous allez développer une patience ou une tolérance par rapport aux défauts de la personne ou quelque chose de beaucoup plus compatissant peut-être, hein. Mais sans que ça soit forcé. Ça va venir naturellement parce que vous aurez médité sur la méditation analytique. Et c'est en ça où la méditation analytique est très utile, justement, parce qu'elle transforme ces états mentaux difficiles en qualité. La colère va se transformer en patience, en tolérance, et même un peu en amour, peut-être aussi, en compassion en tout cas, ou en acceptation dans certains cas. Plein de choses qui sont utiles. Hein, donc voilà, tous les états d'esprit négatifs en fait, que l'on rencontre, ils appellent en fait à ce qu'on les analyse. Quand on est bouddhiste, en tout cas, ils appellent à ce qu'on les analyse à l'aune de l'enseignement du Bouddha. Et toutes ces méditations analytiques sont faites pour ça. Donc, il y a énormément de types de méditation analytique que l'on peut faire. Et donc, ça va nous amener, ces méditations analytiques vont nous amener plus de sagesse aussi. Hein. Vous comprenez pourquoi? Parce que vous utilisez cette faculté de l'analyse, justement, qui est source de sagesse dans votre esprit. Et qui va vous faire voir les choses à la lumière, justement, de l'enseignement. Donc, le Bouddha, c'est la sagesse parfaite, hein, qui est arrivée à son maximum. Donc, si vous utilisez les enseignements du Bouddha, et bien forcément, vous allez développer cette sagesse. Vous allez les voir sous un jour beaucoup plus sage et beaucoup plus conforme à la réalité. Parce que nos perturbations mentales, même si on pense qu'elles le sont, elles ne sont pas en accord avec la réalité. Elles sont complètement erronées. Complètement erronées. Quand on est en colère, on ne le voit pas. On ne voit pas que c'est complètement erroné, qu'on est complètement à côté de la plaque. Hein. Mais c'est après, c'est quand on les analyse qu'on voit l'erreur. Et donc, ça sert à ça. Donc, analyser ces états d'esprit négatifs pour voir combien ils sont erronés par rapport à la réalité et aussi par rapport aux états qui nous amènent en nous. C'est jamais des états de bonheur, mais c'est toujours des états de souffrance. Donc, notre esprit va se dégager grâce à la méditation analytique. Il va devenir libre. Comme je vous le disais, la méditation analytique amène la liberté. Elle amène l'esprit à se libérer de cette prison, en fait, des perturbations mentales. C'est la seule solution. Hein. Rien d'autre ne va y arriver. Comme je vous disais, la concentration va vous donner l'illusion que vous y êtes arrivé, mais c'est une illusion. Et dans le samsara, on dit qu'il y a des êtres qui ont atteint des états de concentration extrêmement profondes, dans le monde de la forme ou du sans forme, je ne sais plus, les deux. Ils ont éliminé les perturbations mentales, ils ont étouffé les perturbations mentales et ils ont l'impression d'être complètement éveillés, qu'ils sont arrivés au bout du chemin. Mais le problème, c'est qu'ils sont encore prisonniers du samsara parce qu'ils n'ont pas éliminé la racine de la perturbation mentale. Donc la perturbation mentale, elle est toujours là, quelque part, sous une forme larvée ou autre. Donc, il n'y a que cette méditation analytique qui va nous amener à devenir complètement libre de ces perturbations mentales. Discipline, autodiscipline, examen mental. Allez. Je m'excuse. Pourtant, le plus souvent, il y a interaction quand même. Je veux dire, il y a interaction. On a beau réfléchir à la naissance de notre perturbation, pourquoi on n'accepte pas, pourquoi il y a conflit. Il y a interaction souvent avec une autre personne. Alors, à moins d'éliminer l'autre personne. Non, je veux dire, sinon, on prend toute la faute. Ça, c'est une idée fausse. Hein. Ou alors, non, où on prend toute la faute à notre compte et on tombe un peu dans la culpabilité. Non, pas forcément. On ne tombe pas forcément dans la culpabilité. Non, non. Non, mais on est responsable de tout, même quand il y a interaction. C'est ça qui me pose problème, moi. J'ai réfléchi déjà. Hein. Ouais. J'ai pas réussi à tout prendre sur moi.
Non, mais bien sûr, il faut être quand même raisonnable aussi. Hein, il ne s'agit pas de se faire devenir la serpillière voilà, qui éponge tout et qui prend tout sur soi. Ça amène des états psychologiques pas forcément bons, hein, de toute façon. C'est juste essayer d'avoir un regard lucide sur la situation en voyant ce qui vient de toi et ce qui vient de l'autre dans cette interaction. Il y a les deux facteurs qui sont impliqués. Il n'y a pas que toi, il y a aussi l'autre, évidemment, mais tu ne cherches pas à transformer l'autre. Ce n'est pas ça ton but. L'autre, il est ce qu'il est. Hein. Je parle de l'autre, hein, ça peut être n'importe quoi. Oui, Hein. L'objet, n'importe quoi. Il est ce qu'il est. Tu ne le transformeras pas, ça. Ce n'est pas ton job. Ton travail à toi, c'est de transformer ton esprit pour qu'il réagisse différemment. Après, il ne faut pas tomber dans des choses extrêmes en pensant que tout vient de toi, des choses comme ça. Non, c'est sûr que tout ne vient pas de toi. Mais il y a quand même, au fond de toi, quelque chose qui a fait surgir cette situation. Il y a une certaine responsabilité quand même là-dedans. En général, cette responsabilité, on refuse de l'avoir totalement, parce qu'on projette tout sur l'autre. C'est juste simplement de revenir un petit peu à cette responsabilité qu'on a sans tomber dans des excès, sans tomber dans une peur, par exemple. La peur de d'être complètement dominé par les autres ou les choses comme ça, sans tomber là-dedans. Juste l'analyser de manière objective, de regarder ce qui est en toi, ce que ça fait surgir, ses peurs, etc. Et tu vas pas devenir... La patience, la tolérance ne rend pas faible. Sinon, on a l'exemple avec le Dalai Lama. Hein. Quand il a accepté toute la situation avec les Chinois, tout ça, il n'a pas dit aux Tibétains, révoltez-vous, allez vous battre, battez-vous contre les Chinois. Non, il a accepté la défaite. Accepté la défaite. Il n'est pas devenu une serpillière. Hein. Il faut un courage énorme pour faire ça. Il faut un courage énorme d'accepter cette défaite et de la prendre sur soi sans tomber dans un état, je ne sais pas quoi, de rabaissement de soi. Il n'a pas rabaissé son peuple, il leur a donné même beaucoup plus de noblesse et de force et tu vois, en faisant ça. C'est l'exemple, justement, de montrer le courage de prendre les difficultés sur soi sans incriminer les autres. Le Dalai Lama, il a une compassion énorme, aussi bien pour les Chinois que pour les Tibétains. Bon, c'est le Dalai Lama, tu vas me dire. J'allais dire. Oui, d'accord. Mais il montre la voie. C'est le rôle d'un maître, comme ça, de montrer la voie. De montrer que, justement, une situation comme ça ne nous rend pas faibles, mais nous rend forts. D'accord, merci. Je voudrais continuer aussi. Je pense que sa sainteté aussi, ça ne veut pas dire qu'il est d'accord sur tout. Donc il sait dire non, mais il construit quand même. Il dit sûr, pourquoi il refuse. Voilà. Parce que souvent, il peut y avoir de l'indignation, on peut s'indigner par rapport à une situation. Nous, à notre niveau, on dit non à quelqu'un, mais on ne va pas forcément s'expliquer. Et la personne peut réagir à ce moment-là. Et c'est ça. En fait, le côté négatif du choix. Là, on parlait de la colère. C'est-à-dire, on peut s'opposer à certaines choses parce qu'elles ne sont pas justes. Et on doit le faire. Parce que c'est pas correct, c'est pas juste de le faire. Mais on peut le faire sans colère. C'est ça le truc. C'est en éliminant cette perturbation mentale de la colère. Parce que si on a cette colère, ça n'aboutira pas. Ça ne va rien faire. Au contraire, si on rentre dans cette situation justement avec un état de colérique, ça va faire comme des flammes, quoi. Ça va teaser. Mais si on y rentre sans colère, au contraire, ça va développer des qualités aussi bien. Ça peut transformer la situation. Ouais, vas-y. Je voulais savoir. Excusez-moi, bonjour. Comment je vais dire ça que choisir en fait quand on parle de méditation analytique, il faut savoir que dans une journée, on passe par des états mentaux qui sont différents en fonction des situations qu'on va rencontrer. Ouais, mais il y en a qui sont plus problématiques que d'autres. C'est ça. Ouais. Et à un moment donné, dans la méditation analytique, si on veut qu'elle soit utile, il faut savoir, disons, que choisir. On le sait en général, non ? Ce qui nous touche le plus, ce qui nous fait souffrir. Oui. Dans ce cas-là, hein, dans la méditation analytique, sur des problèmes. Là, on est dans le cadre de la méditation analytique sur des problèmes qu'on rencontre. Hein. Oui, parce qu'en fait, je parle en tant que débutant. C'est afin de me faciliter l'accès à la méditation. Est-ce qu'il y a des pistes
à choisir qui sont plus simples que d'autres. Alors je sais bien qu'on ne parle pas de simplicité, qu'on ne cherche pas à simplifier. Mais c'est ce qu'on va faire dans la découverte du bouddhisme, patience. On va faire ça. On va y aller du plus simple au plus compliqué. On va partir de la précieuse existence humaine jusqu'à la vacuité. Voilà. Et on va y aller progressivement. D'accord. C'est ça. Après, là, tu auras plein de pistes. Au début, ça paraît, ouais, qu'est-ce qu'il raconte? Ça a l'air, le méditation éthique, comment on va faire? Ouais. Ben oui. Non, mais ça va venir. On va en faire une tout à l'heure qui est puissante. T'en fais pas. On va en faire une cet après-midi. Là, c'est trop tard, mais on va en faire une qui est bien. Oui. Oui, j'ai deux courtes questions. Tu parlais dans la méditation. On peut se tutoyer, Christian? Oui. Comment? On peut se tutoyer? Oui, d'accord. Oui. Non, mais parce que je. Deuxième question. Non. Oui, donc il y a trois questions. Non, en fait, tu disais que dans la méditation analytique, alors il faut effectivement passer par les conceptions pour faire naître un sentiment et même être envahi de ce sentiment et ensuite se concentrer dessus. En fait, moi j'ai le sentiment parfois que la concentration permet, un peu comme on souffle sur une braise qui déclenche un feu, que la concentration fait grandir le sentiment. Est-ce qu'on peut, ma question en fait, elle est simple, c'est-à-dire que parfois pour la compassion, pas besoin de faire des 5 minutes de conception pour être... Parfois assez rapidement le sentiment il vient, et assez rapidement donc je me concentre sur ce qui naît et ça prend de la place de plus en plus. C'est pas une erreur? C'est ça. D'accord. Ça. Ok, parce que parfois je peux me dire la saveur du sentiment peut être plus juste si on reste encore un peu plus dans les conceptions. Enfin, il faut savoir à quel moment arrêter. D'accord. Mais quand ça vient vite, c'est pas une erreur. On peut se concentrer. Non. Donc ça c'était ma première question. Et ma deuxième question, c'est un peu ce que disait Hugo, si j'ai bien compris son propos, c'est est-ce qu'on peut faire confiance à son intellect? C'est-à-dire... C'est pour ça qu'il faut avoir étudié avant. Oui, mais il faut prendre les enseignements. Oui. Et les utiliser par rapport à son vécu. Mais l'enseignement... Il faut faire confiance à son intellect. C'est-à-dire que l'enseignement, on l'écoute, on a notre compréhension de l'enseignement. Ensuite, on a notre perception de la réalité aussi, qui est biaisée. Et donc, dans tout ça, il y a notre élaboration de la chose, en fait. C'est-à-dire déjà un travail d'appropriation de l'enseignement et comment est-ce qu'on le digère, comment est-ce qu'on le torture, comment est-ce qu'on associe les choses. Et le fait d'avoir un esprit qui a une capacité d'élaborer, d'associer des idées, il n'y a pas un risque, il n'y a pas un écueil derrière ça. C'est-à-dire on peut faire confiance à ça. Ok, super. Ça va devenir de plus en plus aigu. D'accord. Au début, c'est un peu touffu, comme tu dis. Il y a plein de choses, plein de concepts. Et après, ça va se rétrécir. Ça sera beaucoup plus comme si on aiguisait en fait notre esprit comme ça. D'accord. Donc tout ce travail de malaxage, on est obligé de partir de là où on en est. D'accord. Donc il faut faire confiance, il faut se faire confiance. On a besoin de se faire confiance. Parce que si on est dans le doute c'est un écueil à la méditation. À l'éthique. Si on est constamment en train d'avoir des doutes, on ne va pas avancer. C'est logique. Donc il ne s'agit pas de lire un texte et de plaquer ce texte sur notre réalité, c'est plutôt voir, essayer de le comprendre et puis élaborer et voir. On ne va pas prendre des textes, on va juste prendre des pistes. Plutôt, oui. Quand je parle des textes, on peut lire les petites anthologies, certains textes comme ça, et juste le lire, voir ce que ça éveille en nous, et puis ce ressenti. On ne va pas en faire une analyse de texte, juste étudier, regarder ce ressenti et le développer, comme tu dis, avec la concentration. Okay. Non, c'est bon, il faut se faire confiance. Ouais, c'est important. Okay, c'est un facteur très important, la confiance. Se faire confiance à soi. C'est pas négatif, loin de là. Au contraire, c'est indispensable. Indispensable. Si on n'a pas confiance en soi, ça marche pas, quoi. Ouais, Étienne, non, c'est bon. On arrête ou on va se restaurer? On reprendra tout à l'heure. Bon, on va dédier quand même l'énergie positive que l'on a créée ensemble. C'est la partie finale de la méditation. Si on ne fait pas ça, tout ce qu'on a acquis, puis finalement, on ne le partage pas. Et ça reste en l'air. Donc, on prend le petit livret, page 16, et on dédie les mérites, l'énergie positive que l'on a générée tous ensemble ce matin. Gewadiye nyo de talama
ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. On va juste dire aussi la dernière dédicace, qui est la page 20 au verso du livret, là. La première strophe. Grâce à ces vertus, puissent tous les êtres parachever les accumulations de mérite et de sagesse et atteindre les 2 corps excellents qui découlent des mérites et de la sagesse. Voilà, bon appétit et on se retrouve à 14h30. Oui. Oui. Ah mais non, mais c'est pas dans les dédicaces. Non, elles sont pas dans le livre doré, les dédicaces. Elles sont dans une compilation de prières pour l'Institut Vajrayogini que vous n'avez pas sur Zoom. Il faut venir à l'Institut pour l'avoir. Il faut venir à l'Institut. C'est un plus. C'est un cadeau. Voilà. Mais elles sont partagées. Normalement, elles sont partagées. Étienne les partage. Donc, voilà. Merci à lui. Voilà. Après, vous pouvez toujours faire une copie d'écran, une photo d'écran, je sais pas, un truc comme ça. Vous pouvez toujours faire ça. Comme ça, vous les aurez chez vous. Voilà. Avec plaisir.